L'émission Le Débat s'installe la présence sur l'Intelligent TV. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Le 7 août 2024, la Côte d'Ivoire a célébré le 64e anniversaire de son indépendance, un moment qui n'a pas manqué de remettre dans les discussions, dans les débats, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Si pour certains, cette indépendance est une réalité, pour d'autres, au contraire, il reste encore du chemin à faire. Une polémique qui nous conduit à nous interroger en ces termes. 64 ans après, la Côte d'Ivoire, sous le président Alassane Ouattara, est-elle un État indépendant? Pour débattre de ce thème, nous avons le plaisir de recevoir ici en plateau M. Désiré Nguessan Kwame. Il est président du parti politique URCI, Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. M. Kwame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur ce plateau avec M. Lansina Karamoko. Il est membre du bureau politique du RHDP. M. Lansina, bonjour. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les deux d'avoir honoré notre invitation. Merci de venir partager vos idées avec le public sur cette question aussi cruciale. Alors, messieurs, avant d'aborder le sujet en lui-même, c'est-à-dire la question d'indépendance de la Côte d'Ivoire, faisons un peu le bilan des 64 années d'existence de la Côte d'Ivoire. Quel bilan faites-vous, M. Désiré? Alors, merci beaucoup. Le bilan, je crois qu'il est positif. Le bilan est positif, d'autant plus que la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance le 7 août 1960. De 1960 à aujourd'hui, je pense que beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'infrastructures. Nous avons véritablement des gens, des Ivoiriens qui sont allés apprendre ailleurs, qui sont revenus. Nous avons véritablement des cadres, de hauts cadres d'ailleurs, qui se font valoir à l'international. Nous avons vraiment beaucoup d'acquis. Nous pensons que c'est quelque chose de bon par rapport à où on était encore en 1348. D'accord. M. Karamoko? Oui, le bilan, comme l'a dit le frère Yessa, est largement positif. Pour nous qui avons été à l'école au plus tôt, je vous avoue, quand il rentrait en 6e, j'avais sur 6 professeurs qui nous prenaient 5 blancs. Puis un seul noir, et le seul noir, mais il était une femme ghanéenne, professeur d'anglais. Vous avez vu que les choses ont évolué. Le président Houphouët-Boigny a mis tout ce qu'il y avait à mettre pour amener les jeunes Ivoiriens à s'intéresser à l'enseignement, aussi bien au niveau du primaire que du secondaire. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il est rare, je dirais même qu'il n'existe plus, de voir dans les lycées, dans nos lycées et collèges, des Européens venir enseigner parce que c'est désormais les Ivoiriens qui enseignent. C'est vraiment dans tous les secteurs d'activité, aussi bien au niveau de la santé, où tous les soignants sont des Ivoiriens. Et d'ailleurs, l'un d'eux, le professeur Serge Ollier, qui est au CHU de Treichville, a été primé parmi d'autres blancs en France. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a quand même sensiblement progressé dans tous les secteurs d'activité. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, sur tous les plans, sur le plan militaire, sur le plan économique, etc., la Côte d'Ivoire a fait un bon qualitatif. Alors, M. Désiré, vous avez parlé d'un bilan positif. Est-ce qu'on devrait comprendre que la gouvernance actuelle avec le régime RHDP est une gouvernance parfaite, tout va bien? Non, c'est pas ce que ça veut dire. La gouvernance Ouattara n'est pas toute rose. Il faut savoir qu'il y a des acquis. Il y a vraiment de l'évolution, mais c'est une œuvre encore qui n'est pas encore parachevée. Je pense que, comme je le disais, à ma tribune politique, les écoles de l'USCI le 2 août dernier, je dis que pour nous, USCI, le bilan de M. Ouattara est insuffisant. Bilan insuffisant. Qu'est-ce que vous reprochez à ce bilan? Nous reprochons le fait que le président Ouattara nous a promis en 5 ans notamment le développement, l'émergence de la Côte d'Ivoire, mais il se trouve que nous sommes pratiquement à 15 années et c'est maintenant que certains projets sont en train de prendre pied. Donc, par exemple, les logements sociaux, de 100 000 logements, on nous parle encore de 25 000 logements, c'est-à-dire il y a une régression.
il y a notamment maintenant qu'ils sont en train de mettre en place les différents ponts. C'est vrai, c'est bon, mais ça dit qu'on aurait eu tout ça un peu plus tôt. Voilà, c'est un peu ça. Alors pour vous, l'émergence qui avait été promise aux Ivoiriens en 2020 est une illusion? Pas à une illusion. Pas une illusion, je ne peux pas aller jusqu'à dire que c'est une illusion, mais je dis que c'est à pas de tortue. Voilà. À pas de tortue. C'est un peu ça le problème. D'accord, Nassina? Oui, moi je pense, comme beaucoup d'Ivoiriens d'ailleurs, Il estime que c'est un bilan insuffisant, le bilan du président. Vous avez aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et la perfection grand pénifiant qu'à Dieu. On ne peut pas dire que ce que le président Alassane Ouattara a fait en pratiquement 15 années de gouvernance est parfait. Non, c'est pas. Le dit, c'est pas vrai. Toutefois, il faut reconnaître que beaucoup a été fait. Mais en sa décharge, on peut retenir que lorsqu'il faisait son projet de société en 2010, il était confiant que tout était bon. Mais la crise post-électorale est passée par là. Au sortir de la crise, lui-même l'a dit, je pensais que tous les secteurs d'activité étaient bien faits. Mais je me rends compte que non seulement il y a des choses que je ne savais pas, mais par ailleurs, la crise nous a permis, l'unicité totale et définitive de la Côte d'Ivoire nous a permis de découvrir des poches où vraiment tout a été détruit. Quand je prends par exemple le lycée professionnel agricole de Djéné, qui était un lycée fréquenté par les ressortissants de la sous-région. Un lycée d'excellence qui attirait les gens qui venaient un peu partout d'Afrique. Mais ce lycée, par exemple, a été entièrement détruit du fait, n'est-ce pas, de la crise militaro-politique que nous avons connue. Et le CCIA, ici à Abidjan, au sortir, n'est-ce pas, de cette crise post-électorale, était complètement bousillé. Il fallait le reprendre, n'est-ce pas, c'est de grand immeuble-là où est logé beaucoup d'hommes d'affaires, etc. Vous avez vu qu'à un moment donné, la BAD était délocalisée au CCIA, il a fallu reprendre. Donc, le président Ouattara a été confronté à certaines réalités qui n'ont pas légué au calme grec son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans les 5 ans à venir. Mais, comme l'a dit Frengissa, c'est maintenant, véritablement, après toutes ces années, après avoir rattrapé tout ce qu'il y avait à rattraper, qu'aujourd'hui on voit venir la lumière avec toutes ces grosses réalisations que nous avons vues, justement, Dieu merci, à la faveur de la CAN, et appréciées par les gens de l'extérieur, que le président Ouattara est dans la bonne voie désormais pour faire entrer la Côte d'Ivoire comme escompté dans l'émergence. Alors, pour vous, la crise qu'a connue le pays en 2010-2011, c'est ce qui pourrait expliquer le fait que le président n'ait pas réussi à réaliser la totalité de ce qu'il avait promis aux Ivoiriens en 2010 pendant la présidentielle. Tout à fait. C'est comme si vous êtes à l'étranger et puis vous avez envoyé de l'argent pour qu'on vous construise une maison. Et donc, quand vous dites, bon, quand j'arrive, j'ai déjà ma maison, elle est prête, je vais développer d'autres affaires pour permettre à mes frères, mes soeurs ivoiriens d'en profiter. Et puis vous arrivez, vous vous rendez compte que la maison n'est pas ce qu'on vous a décrit. D'accord. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup à faire, donc du coup vous mettez en stand-by ce que vous vouliez montrer comment faire pour d'autres personnes, vous vous occupez de votre maison, puis maintenant vous repartez, c'est ce qui se passe actuellement. D'accord, alors Désiré, est-ce que cette idée de crise peut bien justifier ce que vous avez évoqué pour dire que Ouattara n'a pas pu mettre en œuvre tout ce qu'il avait promis? Est-ce que ce n'est pas un alibi qui est utilisé par le régime au pouvoir pour cacher une certaine incapacité? Je pense que c'est un alibi politique. Parce que quand on va un peu en arrière, on voit le frère Laurent Gbagbo aussi dire la même chose. Il dit que c'est parce qu'on a opposé une rébellion qu'il n'a pas pu naturellement réaliser la refondation en tant que telle. Donc si aujourd'hui le frère Ouattara, c'est le même argument, qu'il y a eu la crise post-électorale, tout ce que Ouattara n'était pas à l'étranger, il était ici. Donc, il avait mesuré la nette appréciation des choses, puisque les bombardements se sont passés devant nous tous ici. On sait que tel est le défi, il y a tel problème, il y a eu des pillages, etc. Et donc, je pense que c'est aussi un alibi qui peut naturellement être mis au même compte que l'alibi de Laurent Gbagbo. D'accord. Alors, monsieur, on va venir à la question fondamentale de cette émission, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors,
Pour vous, la Côte d'Ivoire sous le président Ouattara est-elle un État indépendant après 64 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position face à cette question? D'abord, il faut dire que étymologiquement, l'indépendance, c'est le fait de ne plus dépendre de quelqu'un, de quelque chose, voilà. Et donc, étant donné que en 1843, on était territoire sous protectorat français, et que le 10 mars 1893, nous sommes devenus colonie française, et que le 7 1960, nous avons acquis notre indépendance, en ce moment-là, on ne veut plus dépendre d'aucun autre pays. D'aucun autre pays. Et De Gaulle disait, le général de Gaulle disait, qu'un État, quels que soient les amis qu'il a, ne devrait même plus compter sur eux pour pouvoir faire son développement et ne devrait pas recevoir d'eux des ordres. Donc, à partir de cet instant-là, nous ne pouvons pas concevoir que la Côte d'Ivoire est indépendante et qu'il y a encore des leviers qui sont vraiment encore très loin d'être manipulés. Vous le dites quoi concrètement? Je veux dire que la Côte d'Ivoire a proclamé son indépendance le 7 1960 et que la Côte d'Ivoire est censée être indépendante. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a acquis l'indépendance politique, mais la Côte d'Ivoire n'a pas encore sa souveraineté pleine. C'est ce que je voudrais. Et cela est dû à quoi selon vous? Cela est dû au fait que il y a encore le franc CFA, par exemple. Il est toujours arrimé à l'euro. Il y a naturellement que nous n'avons pas encore la possibilité de battre monnaie, puisque notre monnaie se trouve encore en France, non à Chamalières et autres. Et donc, naturellement, nous avons encore la réserve, naturellement la garantie qui est arrimée encore à l'euro. Et tout ça, donc, vraiment, tout ça, ça fait qu'on comprend aisément que nous ne sommes pas véritablement indépendants. Alors, vous l'avez entendu, la Côte d'Ivoire n'est pas véritablement un pays indépendant pour plusieurs raisons. Il a mis en évidence la question du franc CFA comme d'abord un premier élément pour justifier sa position face à cette question. Oui, d'abord, l'indépendance, il faut la comprendre sous deux aspects. Il y a l'indépendance politique. Parce que n'oublions pas qu'avant l'indépendance, en Côte d'Ivoire, il y avait une administration qui fonctionnait avec la cohabitation des ordres juridiques, des juridictions. Il y avait la juridiction française qui appliquait ici le droit français. Donc, tout ce qui était pris ici comme décision judiciaire était était appliqué à partir du droit français. Ça, c'était avant l'indépendance. Et puis, il y avait quand même les travaux forcés qui étaient supervisés par le colon. Où c'est vrai que ce n'était pas l'esclavage, mais quand on atteint un certain âge, on avait l'obligation d'aller faire ce travail forcé-là pour, disons, le pays, la colonie. Et puis, Houphouët, qui rentre député français en France, c'était, je crois, en 1945, le 6 novembre 1945, il est devenu député français. Et puis après, il a profité de la tribune de l'Assemblée nationale pour négocier et obtenir l'abolition des travaux forcés. Et puis après, avec les autres États, n'est-ce pas, de l'AOF, finalement, ils ont obtenu l'indépendance politique. J'ai dit bien l'indépendance politique parce que cette indépendance nous permet de disposer de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous permet, n'est-ce pas, de décider ce que nous voulons politiquement chez nous. Donc pour vous, politiquement, la Côte d'Ivoire, c'est un pays indépendant? La Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Alors que répondez-vous à ceux qui disent non, ce n'est pas le cas, puisque le colonisateur du passé dicte toujours des lois, il décide des présidents qu'il veut à la tête de nos États. Et ça a été le cas peut-être au début des indépendances. Mais depuis, ils ont, n'est-ce pas, en face d'eux, des présidents qui les connaissent, qui ont été avec eux et qui n'acceptent plus qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire. Et c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, lorsque nous voyons quelque chose qui peut nous convenir sur le plan politique, nous prenons la décision. S'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, nous pouvons rejeter. Et on est dans ce schéma aujourd'hui. Mais j'admets que sur le plan économique, on a encore attaché
à l'ancienne colonie, qui continue d'avoir la plus grosse part du marché, n'est-ce pas, dans notre économie. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a quand même du progrès qui est fait dans ce sens. N'oublions pas que 64 ans, ça semble beaucoup, mais la Côte d'Ivoire demeure quand même une jeune nation par rapport à certains pays de l'Europe qui ont 200, 300 ans. N'oublions pas également que même la France était sous l'emprise de l'Allemagne de Hitler à un moment donné, et aussi ils ont lutté pour pouvoir obtenir leur indépendance. En griffe, ils ont le 14 juillet. On ne peut pas l'acquérir de sitôt, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Non, il faut encore du temps à la Côte d'Ivoire pour être totalement indépendante. Parce que quand vous regardez très bien, aucun pays au monde n'est indépendant économiquement. Tout le monde dépend de quelque chose. Même la Grande Amérique, quand elle coupe pour aller signer des coopérations, c'est parce que sur un pan de son économie, elle dépend peut-être de la Chine. Aujourd'hui, la Russie tient tête à elle seule en Europe parce que nous savons qu'une bonne partie du gaz et, n'est-ce pas, du blé qui est sur le plan aliment vient de ce pays. Donc, quelque part, chacun est dépendant de l'autre. À nous, donc, de nous mettre au travail, parce que c'est ça ne dépend pas de l'étranger, à nous mettre au travail pour être autosuffisant sur le plan du riz, donc de ne plus importer, parce que si, à la date d'aujourd'hui, on nous ferme, n'est-ce pas, tout ce qui est important des riz, importation des riz, la famille va s'installer en Côte d'Ivoire parce qu'on n'est pas encore arrivé, nous, Ivoiriens, à produire la quantité de riz pour notre propre consommation. Et cela est valable dans d'autres secteurs. Même le cacao que nous produisons ici, nous-mêmes, nous ne le transformons pas. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit le président Ouattara installer des usines de transformation des fèves de cacao. Parce qu'à partir de la Côte d'Ivoire, désormais, on pourra produire les tablettes de chocolat de bonne qualité et l'exporter à l'extérieur. Tant qu'on n'y arrive pas, on va pour le moment... Donc, économiquement, la Côte d'Ivoire a encore du chemin à faire pour acquérir cette indépendance économique. Pour aller au niveau, ne serait-ce que des pays émergents, et puis peut-être se projeter vers des pays... D'accord, c'est bien noté, mais vous dites que politiquement, c'est déjà un acquis, l'indépendance. Oui. Désiré Kwame, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui êtes homme politique, qui êtes à la tête d'un parti politique de l'opposition, quand vous regardez la politique en Côte d'Ivoire, l'environnement, la vie politique en Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes de cet avis qui dit que politiquement, la Côte d'Ivoire est un État indépendant? C'est partiellement indépendant au plan politique. La Côte d'Ivoire est partiellement indépendante au plan politique. Parce que la proclamation de l'indépendance et traduire l'indépendance politique dans les faits, ça fait deux choses différentes. C'est le jour et la nuit. Je prends un exemple. Ici, en Côte d'Ivoire, lorsque nous déposons nos candidatures à la CEI, à la Commission électorale indépendante, il se trouve que les leaders qui sont véritablement en compétition font un tour à l'Élysée. On a vu même en 2015, plus clairement, c'est là que nous avons pris conscience que cela se passe. Et donc, ils vont d'abord à l'Élysée comme une sorte de validation et ils reviennent. C'est là qu'on va voir maintenant se dérouler l'élection présidentielle dans notre pays. Ça veut dire qu'il y a un jeu démocratique ou non démocratique qui se joue à l'Élysée. Il y a quelque chose qui se passe à l'Élysée qui fait que, naturellement, nous ne sommes pas totalement indépendants politiquement. Aujourd'hui encore, je suis désolé de le dire, la Côte d'Ivoire vit au diktat de la France. Quand on regarde tous les accords militaires, accords économiques, accords monétaires, et tout ça, nous sommes encore dans les griffes de la France, politiquement. Alors, du point de vue politique, concrètement, qu'est-ce qu'on dit? Allez-y. Au binôme café-cacao. Mais le binôme café-cacao, c'est vrai qu'on est en train de développer, mais qui développe? Qui fabrique les tablettes de chocolat? Quelles sont les entreprises ivoiriennes qui transforment les fèves en tablettes de chocolat? Il faut qu'on nous cite ces entreprises ivoiriennes. Parce que, en fait, ce qui se passe là, c'est encore un autre diktat économiquement. D'abord, le prix des matières premières.
Je trouve mal qu'une ménagère qui prend sa marchandise, qui va sur le marché, c'est le client qui lui dit le prix auquel il doit acheter sa marchandise. Pour vous, ça devrait être l'inverse. Ça doit être l'inverse. C'est moi qui ai ma marchandise. C'est moi qui suis fait pour pouvoir avoir cette marchandise. C'est moi qui ai produit, c'est moi qui ai récolté, c'est moi qui ai fait tous les efforts sous la pluie et sous le soleil. Donc c'est moi qui connais la valeur de mon produit et je lui dis, mon produit coûte tant. C'est à toi de négocier. Mais ce n'est pas à moi d'aller négocier. Naturellement, en Suisse encore, le cacao. Non, ça, on n'est pas indépendant. Ça, c'est des aspects politiques qui se retrouvent dans l'économie. Et donc ça, c'est des points clés. Donc voici un peu ce que vous avez. Alors d'accord, on aura l'occasion de parler de l'aspect économique. Je voudrais qu'on reste un peu sur l'aspect politique. Alors, Lassina, que qu'avez-vous à dire quand il dit que ici en Côte d'Ivoire, on va à l'Élysée pour aller prendre des consignes de la part du président français avant de venir ici pour valider ou invalider les différentes candidatures à la présidentielle? Non, je crois que c'est l'opinion de Nguessa. M. Nguessa, le président de l'USCI, c'est son opinion. Mais mon opinion sur la question ne change pas. Et on peut avoir des amis. La Côte d'Ivoire peut avoir des amis, tout comme les différents présidents qui sont succédés à la tête de la France ont des amis également en Afrique. J'ai vu que les prédécesseurs, que ce soit Sarkozy et ceux qui l'ont précédé, Hollande, etc., avant même que la campagne présidentielle ne s'ouvre dans leur pays, la France, ils venaient aussi en visite en Afrique, dans les grandes métropoles africaines, notamment francophones, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. On les voit arriver, venir échanger avec nos présidents, venir voir leurs amis avant d'aller à une présidentielle en France, ne dit pas qu'ils viennent prendre des instructions. Dans le même sens, quand quelqu'un est candidat, il peut avoir des amis en France. Tiens, aujourd'hui, il a des amis en France qu'il va voir parce qu'il veut être candidat. Peut-être que c'est pour prendre des conseils, parce que quand tu deviens président de la République, il faut avoir une ouverture sur l'international. Et c'était peut-être malheureux de le dire, mais c'est comme ça. On ne devient pas président et puis fonctionner en autarcie. Il faut s'ouvrir sur le monde. Et donc, il faut avoir des portes d'entrée. Ces portes d'entrée, ça peut être les présidents en exercice là-bas, parce que n'oublions pas que c'est eux qui tiennent l'économie du monde. Ils sont 5 grands pays à siéger au Conseil de sécurité. Ce n'est pas nous qui l'avons imposé à l'ONU. C'est comme ça que le monde fonctionne. Tu veux réussir ta mission, tu es obligé de te faire des amis à l'international. Et c'est pourquoi, certainement, quand quelqu'un veut être candidat, autant le président Ouattara peut aller en France consulter des amis, autant le président Tchad consulter, autant le président Gbagbo également a consulté des amis. N'oublions pas qu'en 2000, pour ce qu'il a opposé à Robert Gueye, père à son âme, il s'est appuyé sur certains amis au niveau de la France pour se sortir, n'est-ce pas, des griffes de tout ce qui était en train de se tramer. Donc, quand on n'a pas d'amis à l'extérieur, c'est dangereux. C'est pourquoi, d'ailleurs, je l'ai dit tantôt, que chacun de nos opposants essaie de sortir, soit ils vont en Europe. Aujourd'hui, la tendance est plus à aller tourner en Afrique. Vous avez vu le nouveau président sénégalais qui est arrivé au pouvoir, je ne dis pas par accident, mais à un moment où on ne s'y attendait pas. Et quand il est devenu président de la République du Sénégal, tout de suite, il ne s'est pas attaqué au vrai problème du Sénégal, parce qu'il sait qu'il ne peut pas atteindre son objectif en s'attaquant au vrai problème du Sénégal sans aller, n'est-ce pas, dans la sous-région. Il est sorti de la sous-région et puis ensuite, il s'est retrouvé en France, peut-être pas en visite officielle, mais il a quand même eu des rencontres, il a eu des coups de fil. C'est inhérent au fonctionnement du monde. D'accord. Cela ne fait pas de nous des peuples assujettis comme si nous étions en 1960. C'est plutôt des amitiés qu'il faut mettre en exergue, qu'il faut mettre en avant pour faciliter, n'est-ce pas, les entrées, parce que c'est très important. Est-ce que pour les amitiés, on a besoin de se déplacer, aller forcément en période, parce que la coopération internationale, on a eu tout le temps, ce n'est pas en période électorale qu'on va le faire.
C'est-à-dire, normalement, en période électorale, on se concentre sur les acquis. On a déjà pris, naturellement, tous nos amitiés, tous les conseils. Et donc, en période électorale, on doit rester sur place. Mais quand les candidats... Le timing fait de faire quoi? Voilà, quand les candidats, pendant la période électorale, doivent aller à l'Élysée, spécialement à l'Élysée, je ne dis même pas avoir des amis extérieurs, mais à l'Élysée, ça pose problème. Sinon, la coopération internationale, avoir des amis à l'international, c'est normal. Ce que, qu'on appelle, Joma Faye fait, c'est une coopération. Donc, il se prend en Afrique, il peut aller en Europe, il peut partout, c'est la coopération des déjà unis. Donc, il faut pouvoir ratisser large, il faut pouvoir réveiller des amitiés, consolider certaines, ainsi de suite, ça c'est normal. Mais en période électorale, parce qu'il faut savoir que le jeu démocratique dit que un jour, sur 5 ans, un jour, le pouvoir est revenu au peuple. Et le peuple décide à qui il va remettre ce pouvoir à nouveau. Ça peut être la même personne qui peut être revenue, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas à cette période-là où le pouvoir se trouve pratiquement dans les mains du peuple. Quelle coopération tu vas aller faire? Non, peut-être que... Voilà, c'est ce que moi je parle spécifiquement. Ouais. Lorsqu'on dépose les candidatures, qu'on va naturellement faire allégeance encore à la puissance coloniale. Et c'est de ça que moi je parle. Je ne parle pas de voyage, ça c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi comprendre à travers votre développement que le régime actuel, qui est incarné par le président Alassane Ouattara, est un régime qui est jusque-là maintenu grâce à l'appui de la France? Oui, grâce à l'appui de la France, pendant la crise post-électorale, pendant les élections, jusqu'à ce qu'on ait la crise post-électorale, malheureusement, on a vu la mainmise de la France, on a vu la main de la France. À quel niveau? Au niveau militaire, à tous les niveaux, on sait que ce sont les militaires français qui ont pris Laurent Gbagbo, qui l'ont remis naturellement aux forces nouvelles. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues en vidéo. Donc on ne peut pas cacher. Donc, j'arrive, s'il vous plaît. À votre temps de parole, d'accord. Voilà, donc, il faut savoir que il y a toujours ce genre de choses. Et c'est ça que nous déplorons en fait. Nous déplorons qu'à un moment donné, une puissance étrangère, fût-elle une superpuissance, puisse avoir une ingérence dans les affaires internes d'un État. Là, on ne parle plus d'amitié. Là, on ne parle plus véritablement, puisque si on parlait d'amitié, il serait venu secourir Laurent Gbagbo, puisque c'est lui qui était naturellement au pouvoir et c'est lui qui avait organisé les élections. Mais on vient soutenir un opposant, on vient soutenir son adversaire, et on va même faire des proclamations, la proclamation de l'unité, naturellement dans un hôtel. Et là, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Je ne voulais pas revenir sur les vieux démons, mais je veux dire qu'il y a vraiment des actes qui ont été véritablement malheureux. Et ça, la France est derrière. Et on tient encore compte des bases militaires, des bases américaines qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont carrément quelque chose qui fait frémir, qui fait réfléchir les gens. Et vous avez vu même la sortie du président burkinabé. Donc, au regard de ces bases, il s'est dit que naturellement son pays est en danger. D'accord. M. Karamogo, vous voulez réagir à... Oui, ça n'est qu'il ne faut pas faire beaucoup d'amalgame parce qu'on a le devoir d'éclairer les populations, les Ivoiriens. Il ne faut rien dire qui puisse créer la confusion dans leur esprit. La France était déjà présente ici plus avancée que d'autres pays. Ça tient, n'est-ce pas, depuis le temps du fouet, en passant par Pitié, Laurent Gbagbo lui-même. Il n'a jamais remis en cause, n'est-ce pas, la coopération militaire qu'on avait avec la France. Et puis, on était donc dans une situation exceptionnelle. C'était une crise qui avait éclaté. Et l'ONU a estimé que les populations étaient en danger. La France n'a pas agi sous son propre chef. La France a agi sous mandat onusien. C'est une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été appliquée par la France. Donc la France, c'est vrai qu'elle ne portait pas le casque bleu, mais c'est une résolution onusienne qui a demandé que la France intervienne parce que la vie des populations était en danger. Donc, dire que la France a pris décision en soutenant l'opposant, ce n'est pas bon. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en amont? Il y a eu toute une période de préparation de ces élections.
puisqu'on était dans une situation de crise militaro-politique, l'ONU est venue nous assister à travers l'ONUCI. Et le secrétaire général avait un représentant spécial ici qu'on appelle Choi, nous tous on se rappelle son nom, était là sur accord des différentes parties que chaque étape, n'est-ce pas, du processus soit certifiée par ce dernier. Et c'est la certification des différentes étapes, certification consensuelle, il faut bien le souligner, qui, n'est-ce pas, a été pris en compte par l'ONU et qui a abouti aux élections. Et il y a eu la proclamation du résultat. Et lorsqu'il y a eu la proclamation des résultats et que le président Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur et de l'autre côté, Gbagbo s'est autoclamé également vainqueur, qu'une période, parce que la crise n'a pas commencé tout de suite après la proclamation des résultats au second tour. Il y a eu une période de négociation, une mission de haut niveau est même arrivée en Côte d'Ivoire pour discuter et avec le président Ouattara et avec le président Gbagbo. Et ils sont arrivés à la conclusion que le président Gbagbo devait céder le pouvoir au président Ouattara. Ça, c'est écrit noir sur blanc, c'est documenté. Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez le voir. Mais c'est face au refus et à son intention de faire véritablement la guerre. Et que cette guerre a commencé, que des populations civiles étaient tuées, que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est saisi du dossier, prendre une résolution qui a mis la France en mission. Ça pouvait être le Ghana qui était déjà dans l'ONU, ça pouvait être un autre pays. D'accord. Voilà, donc on ne peut pas dire que la France, de façon délibérée, s'est auto-saisie du dossier ivoirien et peut venir faire arrêter le président. D'accord, c'est bien noté. Je voulais que cela soit clair et qu'on soit au moins d'accord. Il estime aussi que la présence des forces étrangères sur le sol ivoirien est aussi un élément qui justifie le fait que la Côte d'Ivoire n'est pas un État indépendant. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai dit que nous sommes une jeune nation. Et il y a eu des accords militaires entre la Côte d'Ivoire et ces pays étrangers, notamment la France. Et vous regardez aujourd'hui, le dispositif s'est allégé. Le BIMA n'existe pratiquement plus. Même si on continue d'avoir encore sur nos sols des militaires français. C'est la situation que nous avons vécue avec la présence des militaires français sur notre sol il y a 15 ans n'est pas la même chose aujourd'hui. C'est que les choses sont en train d'évoluer progressivement. On est beaucoup plus aujourd'hui dans la phase de coopération militaire où nous avons besoin d'expertise pour nous entraîner contre certains fléaux, notamment le terrorisme. Et donc, on a besoin de l'expertise, n'est-ce pas, militaire, n'est-ce pas, de ces Occidentaux qui viennent aujourd'hui en coopérant et venir former nos gens. On ne peut pas, du jour au lendemain, nous arrêter. Même la grande Ukraine, qui fait partie des pays développés, dans sa guerre contre la Russie, bénéficie aujourd'hui de l'assistance militaire en termes d'armement, mais surtout en termes d'entraînement des soldats ukrainiens. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, ça fait partout dans le monde. D'accord, c'est bien noté. Alors, monsieur, à la faveur de l'indépendance, il y a un homme politique ivoirien qui s'est aussi fait entendre sur cette question. Il s'agit de Jean-Luc Billon. Voici ce qu'il a dit. Il dit « L'indépendance réelle, ça veut dire que les Ivoiriens sont économiquement forts. Être indépendant, c'est mettre en œuvre ses propres politiques grâce à des ressources suffisantes et avoir le contrôle sur son économie. Et cela signifie que pour être véritablement indépendant, il est crucial que les Ivoiriens occupent des positions économiques solides et dominantes. Tant que nos concitoyens resteront dans la précarité, nous ne pourrons pas prétendre à une indépendance authentique et durable. » Désolé, quel commentaire faites-vous de ces propos? Oui, je pense que ça rejoint ma définition de l'indépendance dès le début, en début de l'émission, où je disais que l'indépendance, ça ne peut pas dépendre d'eux. Ça va dépendre de quelqu'un, de quelque chose. Et donc, là, déjà, Jean-Luc Billon est en train de peindre un tableau vraiment qui n'est pas reluisant pour nous, États dits indépendants. En réalité, je pense que j'abonde dans son sens. Je soutiens notamment ce qu'il a dit, parce que il faut qu'on dise, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, l'indépendance aussi, c'est la liberté. C'est la liberté de faire mes propres choix. Et donc, je pense que cette pensée de Philippe Gouaï
résume tout ce qu'il est en train de dire. Pour vous, donc, être indépendant, cela voudrait dire que nous devons être dans des conditions de vie agréables. Oui, parce que la proclamation dit quoi? En vertu du droit inaliénable, car tout peuple est disposé de lui-même. Je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voici arrivé pour toi, ô mon pays bien-aimé. L'heure est attendue, peuple de mon pays, l'insécurité t'a joué, tu as lutté, mais pas inutilement. Puisque tu as vu, toi, tu la connais aujourd'hui, tu es libre et avec fierté, tu entres dans la grande famille des nations. Mais cette joie immense ne nous fera pas oublier nos morts unis, nous passons avec reconnaissance et nous inclinons avec respect de foi. Tous ceux qui sont morts en héros au cours de notre lutte émancipatrice. Donc, nous devons être émancipés. C'est la proclamation de l'indépendance de Felfo-Boigny qui est là. Donc, je pense que ça ne reflète même pas nos réalités, il ne reflète même pas la déclaration de l'indépendance politique. C'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. Donc, aujourd'hui, on n'est pas contre. Je voudrais souligner que ce n'est pas du fait du président Alassane Ouattara. C'est depuis l'indépendance que nous vivons ce problème. Et comme le frère Karamogo le dit tout à l'heure, M. Karamogo disait, il y a eu des améliorations. Nous sommes d'accord. Mais sur la question de l'indépendance, nous restons focus pour dire que nous ne sommes pas encore indépendants, ni politiquement, ni économiquement, ni monétairement. M. Karamogo, voici ce que Jean-Luc Bion dit. Qu'est-ce que vous vous en dites? Tant que nos concitoyens resteront dans la précarité, nous ne pourrons pas prétendre à une indépendance authentique et durable. Oui, Jean-Luc Bion peut le dire, mais à lui également, il pourrait répondre. Lui, il est la tête d'une multinationale où il a le monopole du secteur agroalimentaire. Il est content quand il a le monopole. Il est content quand tout passe par lui. Pourquoi lui, qui est dans le secteur de l'agroalimentaire, ne ferait pas des débouchés pour nos parents paysans, pour les accompagner dans la culture du riz, dans la culture de tout ce qui est vivrier? C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas le président actuellement. Et dans cette posture de monopole, on devrait pouvoir faire des ouvertures. Parce qu'on a vu par le passé la CIDT, par exemple, qui venait dans l'exploitation de nos parents, qui n'avaient pas les moyens pour labourer des grandes surfaces pour produire du coton, puisque la CIDT, c'était une grosse boîte qui achetait le coton et l'exportait. Il accompagnait nos parents, il venait leur donner les intrants, et il les assistait avec la mise à disposition des tracteurs, etc., pour leur permettre de partir de 5 hectares à 20, voire 40, 50 hectares. Mais lui également, il peut faire la même chose. Mais je crois que Jean-Luc Bion, il peut le dire, mais j'ai dit que lui, il a un monopole. Mais quiconque voudra s'attaquer à son monopole aujourd'hui pour quand son monopole, il va dire autre chose. Je laisse ça de côté. Deuxièmement, il faut que nous, les Ivoiriens, nous prenions conscience de ce qu'est l'indépendance alimentaire, par exemple. Lorsque l'EVA est venu, tout le monde a délaissé autre activité qui nous permettait d'être autosuffisants sur le plan alimentaire. Voilà le frère qui est là, nous on a un certain âge. On ne mangeait pas du riz importé. C'est du riz local, le bon riz local qui produit dans nos rizières qu'on mangeait ici. Mais aujourd'hui, dès que l'EVA est venu, on dit non, là, quand tu fais l'EVA, tu es comme un fonctionnaire. Tous les mois, tu as quelques millions. Ils ont détruit tout ce qui était plantation. Je dirais même du cacao, même du café. Est-ce que ce n'est pas cette précarité qui pousse les gens à aller vers les biens? Et si je suis là, je n'ai pas les moyens pour faire face à mes difficultés, je me trouve ce qui peut mettre en jeu. Je prends un exemple, ça c'est récent, je vais ouvrir et puis fermer la parenthèse. Un pêcheur qui est dans une zone de la Marawi comme le Kossou, qui va pêcher du bon poisson, et puis les gens achètent. Vous savez de quoi je parle? Le bon poisson, on allait le pêcher et puis tout le monde est content. Et puis, les pêcheurs gagnaient largement leur compte d'affaires. Et puis, un coup, on dit à l'orpaillage. Et là, ils voient que l'argent qui est là-bas est plus en vitesse que la souffrance qu'ils ont fait sur le cours d'eau la nuit pour pêcher. Donc, ils délaissent complètement la pêche et puis ça en fait l'orpaillage. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, pour vous, ce n'est pas donc la précarité, c'est le fait de vouloir gagner plus. Tout de suite. Plus, mais tout de suite. C'est de façon rapide. Très rapide, l'argent en vitesse. Tout de suite, que c'est dangereux que nos mamans quittent
les champs du vivrier, si on y prend garde, on n'aura même plus à manger parce que tout le monde fait désormais dans l'orpaillage. Il y a un déficit de main-d'œuvre au niveau du vivrier même déjà. Il faut une prise de conscience de l'Ivoirien. On a les bas-fonds nécessaires pour produire du riz sans qu'on importe un seul grain de riz de l'étranger. Mais est-ce qu'on se donne la peine d'aller cultiver? Est-ce qu'on se donne la peine de mettre la pression même sur l'État, même si l'État ne traîne pas? Est-ce qu'on se donne la pression on se donne la peine de mettre la pression pour que nos bas-fonds puissent être aménagés convenablement, pour que ces agriculteurs, à tout moment dit, pour terminer sur ce point, il y a un monsieur qu'on appelait Tchako, qui était dans le secteur du riz. Et il commençait véritablement à prospérer pour lui-même, à tel enseigne qu'à un moment donné, le président Gbagbo, vers la fin de son règne, il avait désigné, créé une société dont j'ai oublié le nom, et pour qu'il soit à la tête de ça, pour développer, n'est-ce pas, ce secteur de la riziculture. Malheureusement, dès que la crise est venue, toutes ces machines qu'il avait acquises, n'est-ce pas, pour faire, ont été saccagées, tout, et puis c'est parti. Et depuis, cette politique est restée là. Maintenant, après le président de la République, le président Alassane Ouattara, devant sa volonté, a même créé un ministère en charge du riz. Et on présentait, on le charitait, on dit, bon, il va falloir... Le ministère de la riziculture. De la riziculture, il va falloir créer aussi un ministère pour l'igname, etc., etc. Mais en réalité... Là, vous accusez les populations. Les populations ont leur part de responsabilité dans ce que nous subissons comme dépendants de l'étranger pour une certaine matière de produits de première nécessité. D'accord, vous le pensez? Vous pensez aussi que la population... On leur part de responsabilité. Il n'y a pas de qu'ils sont responsables à 100%. Même si l'État régalien doit jouer son rôle, mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Moi, je viens de Boisselé. Il y a à peine 3 jours. J'ai trouvé un frère qui est dans la riziculture. Je lui ai dit, bon, on fait partenariat gagnant-gagnant. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, moi, je lui donne de l'argent. Lui, il exploite son bas-fond. Et puis, je ne cherche pas à vendre le riz après. Mais au moins, quand il va finir la récolte, c'est pour bientôt, peut-être que je vous enverrai également. On va récolter le riz, on va aller, n'est-ce pas, à la machine décortiquer ce riz, et puis je vais peut-être me retrouver 10 sacs de riz local, et puis je vais planifier mon année pour ma consommation de riz. Je n'aurai plus besoin d'acheter du riz. Peut-être que je vous enverrai un sac. En tout cas, on reste disponible. On reste disponible pour recevoir ces sacs de riz. Allez, monsieur Désiré. Qu'il a donné la réponse même à la question. Voilà. La politique du riz qui a été développée par le gouvernement a été un échec. Oui. Parce que, la population n'a pas été associée. Vous savez, il a donné un exemple tout à l'heure. Il donne de l'argent et on développe le riz. C'est ce que le gouvernement doit faire, simplement. Parce que les populations, en venant dans les bas-fonds, vous voyez, moi je vais dans un bas-fond, je n'ai pas mangé à lundi, et le soir, ce n'est pas sûr que quand je rentre, j'ai quelque chose, c'est difficile. Les jeunes sont prêts à descendre dans les bas-fonds pour faire la culture maraîchère, pour faire le riz, pour faire beaucoup de choses. Mais ils ont besoin du minimum. Ils ont besoin d'un accompagnement de l'État. Ils ont besoin simplement que quand il va aller labourer, à son retour, d'abord sur place, il est quelque chose à manger. Et qu'à son retour, il ait de quoi notamment nourrir sa petite femme. C'est le problème des gens. Et c'est ce qui fait que même le bilan a été laissé au détriment de l'EVA. En réalité, c'est le gouvernement qui, du fait de sa politique, on a voté les populations agissaient pour que le gouvernement nous propose des conditions de vie plus alléchantes pour que nous, on rentre naturellement dans cette vision. C'est ça. Mais c'est vous qui parlez la parole. Je voulais vous mettre à l'aise sur la question. Oui. Vous n'êtes pas trop vous étendre dessus. D'accord. C'est pourquoi je dis que les choses vont doucement, progressivement. Ouais. Cette année, Oui. Vous convenez avec moi que c'est des millions de tonnes de riz qu'on a donné gratuitement aux populations. C'est déjà une bonne chose. Et aujourd'hui, la politique du gouvernement, le ministère de l'Agriculture, a mis à disposition des populations qui sont vraiment beaucoup plus orientées vers la culture du riz, des semences de façon gratuite. Mais on me disait la dernière fois que les semences, c'est tellement doux que des gens en ont fait la poule aux œufs d'or. Au lieu d'aller semer, ils ont pris au feu, puis ils ont bouffé, puis ils sont assis là. Et quel résultat on peut attendre de ces gens-là? Je reconnais qu'il y a...
je reconnais qu'il y a une grande part de la santé des populations. Mais cela est dû à une étude pas de... Oui, bien sûr, tout à fait. Parce que, vous voyez, pour prendre le gros poisson, on a besoin d'un petit appart, d'un petit verre de terre. C'est ce que les populations ont besoin. Ce petit verre de terre, il ne fait prendre le gros poisson nous fait. Donc les populations ne s'attendent pas à grand-chose en réalité. Quand vous allez dans votre campagne, vous allez au village, quand vous arrivez, vous voyez que les populations ne demandent pas grand-chose. Mais ils veulent simplement une considération. Ils veulent vraiment qu'ils aient le minimum. Et ils vont faire des prouesses. Moi, je viens de Timoudi. Et en remarque, il a parlé de l'orpaillage. Ce que les militaires français font à Romo A et Romo B. C'est l'orpaillage. On repousse les populations. On fait en sorte qu'on veut étendre même le champ d'action de l'orpaillage. Donc ça, c'est des choses encore dont je parlais tout à l'heure. Tu dis que notre indépendance n'est pas tellement acquise. Et donc, il y a véritablement quelque chose à faire au niveau de l'État. Nous, en l'USCI, nous avons ouvert naturellement une panoplie de projets par rapport à ça. Mais chaque projet doit être accompagné, doit être bancable, doit être accompagné par des banques. Il faut lancer l'appel de mobilisation aux banques nationales et même internationales pour pouvoir investir et accompagner les jeunes porteurs de projets, des jeunes et des femmes, surtout nos braves femmes, qui ont cette vocation de pouvoir retourner à la terre ou travailler la terre. D'accord, c'est compris. Alors, monsieur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je voulais qu'on puisse parler des défis de la Côte d'Ivoire, 64 ans après. Monsieur Karaboko. Oui, les défis, on a déjà abordé les défis. C'est que l'État prend peut-être des initiatives, mais il faut un suivi. C'est ça. Suivi rigoureux. Quand l'État, par exemple, donne des semences, il faut que l'État s'assure que ces semences-là sont arrivées à bon port et gratuitement. Parce qu'il y a certains intermédiaires véreux qui détournent ces semences pour les vendre. C'est une réalité. Si l'État n'est pas regardant, l'objectif escompté ne sera pas atteint. Et donc, c'est un défi. D'autre part, comme il a dit, on n'attire pas les mouches à l'aide de vinaigre. Il faut amener les populations à comprendre que c'est dans leur bien de s'adonner, n'est-ce pas, à telle ou telle activité. Parce que d'abord, avant d'aller s'asseoir au bureau, il faut avoir le ventre plein. Comme il faut l'a dit, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, avant de s'adonner à d'autres cultures, il faut faire en sorte que nous soyons, on a la terre pour ça. On a la pluviométrie pour ça. Dieu nous a favorisé, la Côte d'Ivoire est une terre bénie. On peut tout avoir ici. Même par le passé, on nous avait dit que le palmier à huile et le cacao ne poussaient pas dans le nord. C'est ce qu'on nous avait dit. Mais allez-y aujourd'hui dans le nord, à la faveur de la crise, à quelque chose de malheur est bon. Tous les peuples qui étaient en basse-côte, dans la forêt, qui ont été déplacés pour des raisons sur lesquelles nous ne revenons pas, qui se sont retrouvés dans le nord, vers Séguéla, etc., qui ont tenté la banane. Aujourd'hui, dans cette zone-là, on produit beaucoup plus de bananes que dans la zone forestière. Donc, tout le territoire ivoirien est propice, n'est-ce pas, à toutes les cultures vivrières. Il faut déjà encourager les gens, il faut les sensibiliser, il faut les amener à ce que l'État vient de faire en donnant des semences. Il y a des semences aussi qu'on peut donner dans d'autres secteurs, des pépinières qu'on peut donner dans d'autres secteurs. Il faut faire en sorte, il faut créer les conditions et avoir un suivi rigoureux. Sinon, l'État va dépenser des milliards dans la production des semences qu'il veut donner gratuitement aux populations, mais dans l'intervalle, des gens peuvent les détourner à d'autres fins. Et ensuite, une fois que cette question-là sera réglée, je ne dis pas qu'une fois que cette question sera réglée, mais parallèlement au règlement de cette question, l'État peut engager, n'est-ce pas, tout ce que le président de la République est en train de faire au niveau du... Parce que personne ne remet aujourd'hui en cause la qualité des infrastructures que nous avons en Côte d'Ivoire. On ne fait que s'attarder sur le fait qu'on a faim. Si on a trouvé la solution de on a faim, mais le président va sortir grandi comme l'a été au fruit. Et je pense qu'il est à de bonnes voies. C'est le défi principal. Développer le pays, mais tout en permettant aux populations également d'être vraiment à l'aide
pour vivre correctement. Ok, j'aborde dans ce sens, parce que c'est ce que j'allais dire. S'il ne l'a pas dit, Dieu me sait. Et il a dit, mais je voulais aussi dire que, vous savez, il y a aussi des défis politiques. Il y a des défis politiques, mais je vais dire d'abord que des défis économiques, un ou deux défis. Vous savez, on a eu ici la BNDA, la Banque nationale agricole, la BNDA. Mais qui a disparu. Ça, c'est... A disparu, oui. Donc, je pense que le président Alassane Ouattara, qui est un peu perdu, que le président Félix Houphouët-Boigny devait s'enchaîner et relancer vraiment cette banque-là. Il faudrait qu'on relance encore la Coupe nationale du Togo. Qui a fait que chaque paysan voulait se dormir et que ça s'étend à tous les secteurs. Si dans le riz, dans le secteur du riz, il y a une coupe nationale, si dans le secteur de vivrier, il y a une coupe nationale, si dans chaque secteur, le café de Cabino, le café de Cao, secteur EVA, donc on va voir que dans chaque secteur, il y a une saine émulation et les gens vont se donner. Les jeunes vont retourner à la terre, on ne va même pas donner la tête spin. Véritablement, l'espoir qui se montre à l'horizon, il va lui-même s'engager. Donc il faut ramener naturellement ce qu'on fait avec le prix national d'excellence, il faut le faire aussi dans chaque secteur et puis après, on va couronner ça avec le prix national d'excellence. Et donc ce sont des défis politiques. Il faudrait d'abord que la Côte d'Ivoire, qui est un pays moteur, est une locomotive de l'Afrique de l'Ouest, je pense que la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara doit pouvoir mener une médiation, comme nous le faisons partout pays de paix. Il allait même en Israël mener des médiations. Le président Ouattara, homme de paix comme nous le reconnaissons, doit pouvoir engager un dialogue franc avec les pays de l'AES. Pour leur dire que la Côte d'Ivoire, de toutes les façons, quand on prend toutes les organisations sous-régionales, la Côte d'Ivoire pèse à plus de la moitié. Donc, il faudrait pouvoir négocier avec eux. Pour eux, c'est vrai, vous êtes des militaires. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec eux. Par l'action par laquelle vous êtes arrivé au pouvoir. Mais vous êtes déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? Venez, on va travailler. On va voir comment aller facilement à au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Je pense qu'il ne faudrait pas... peut-être que c'est les enfants de la Côte d'Ivoire. Avec les actions que vous pouvez poser en tant qu'homme de paix dans le rayonnement véritable de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, nous devons pouvoir lancer ça au plan politique pour aider nos frères qui sont en train de se départir. Ils sont déjà départis de l'AES, n'est pas tard. Nous pouvons aussi voir encore qu'en termes de défis politiques, il faudrait véritablement être regardant sur tout ce que nous avons connu comme crise par rapport aux gens qui sont à l'exil, par rapport aux prisonniers que certains appellent, nous autres on dit c'est des prisonniers politiques, on dit non c'est des prisonniers militaires. Bon, dans tous les cas, c'est la crise politique, militaro-politique qui a créé tout ça. Il est bon que ces personnes soient libérées. D'accord. Par ça aussi, ça contribue naturellement à la consolidation, à la cohésion sociale et aussi à l'indépendance véritable. D'accord, c'est bien noté. M. Karamoko, vous allez réagir rapidement. Oui, très rapidement, je voudrais revenir pour appuyer ce que le président de l'UEC vient de dire. Et je crois que le président de la République y pense. Parce que quand il y pense, parce que je tiens ça de son conseil technique qui est venu exposer devant le conseil économique, social, environnemental et culturel, institution à laquelle j'appartiens. Et il a dit, il nous a demandé, nos conseils économiques, dans les avis que nous allons transmettre au président de la République, qu'on regarde très bien ce qu'a été la BNDA avant. Parce qu'il faut un accompagnement, il faut une banque. Parce que cette banque a joué tout son rôle à un moment donné. C'est-à-dire une banque, vous, aujourd'hui, vous voulez faire de l'immobilier, vous vous rapprochez de la BACI pour vous accompagner, n'est-ce pas, qui est chargée, n'est-ce pas, de nous accompagner dans le secteur de l'immobilier. Il faut également une banque qui puisse accompagner les agriculteurs dans tous leurs projets. Ils n'ont pas autre activité que ça. Et dans cette banque-là, des investisseurs viendront déposer leur argent et puis vous allez voir que ça va bouger. Donc, je voudrais dire que
Les gens y pensent déjà. Et puis la Cour nationale du progrès. C'est que chaque région, chaque année, souffrait. Tout le monde voulait devenir le champion. Et donc, ça a créé une émulation, une certaine émulation, n'est-ce pas, et qui nous permettait, n'est-ce pas, d'être... Il faut revenir, n'est-ce pas, à ces vieilles adultes qui ont fait du chemin et qui ont été, n'est-ce pas... Est-ce que la période est adaptée à ces... Oui, oui, parce que il a dit, le conseil technique qui est venu voir au conseil économique, que dans les pays de la sous-région, notamment au Sénégal, etc., et que des banques agricoles existent. Des banques dédiées exclusivement à accompagner l'agriculture existent. Et donc, il plaidait auprès des conseillers qui ont cette possibilité de transmettre directement un avis au président de la République, d'en tenir compte dans la vie. C'est que la loi chez les députés, au conseil économique, c'est la vie. Donc, d'en tenir compte dans la vie que nous allons transmettre au président de la République. Donc, ça veut dire que c'est une question qui est d'actualité, je suis d'accord avec lui. Mais si le conseil technique du président a pensé à ça, c'est qu'il a discuté de temps en temps avec son patron qui est le président de la République. Donc, je pense que logiquement, c'est quelque chose qui devait se faire. Et d'accord que nous serons entendus par le ministre de l'Agriculture qui va également en tenir compte dans la discussion qu'il va avoir au conseil du gouvernement et au conseil des ministres. Merci. Maintenant, sur le plan politique, pour terminer, il faut que les opposants quand même commencent à penser d'abord à la Côte d'Ivoire. Comme M. devant moi ici. Il faut qu'on commence d'abord à penser à la Côte d'Ivoire. On essaierait de nous proposer Ouattara dégager. Non, ce n'est pas ça qui est le projet d'une organisation politique qui est créée pour apporter tout ce qu'il peut pour l'équilibre social et la prospérité des Ivoiriens. Quand on vient dans l'arène politique, c'est pour dire moi, je peux proposer ci, je peux proposer ça. Il a des idées lumineuses. Il a reconnu sur le plateau que le président de la République a déjà beaucoup fait. Mais ça, c'est l'honnêteté. Si l'opposant se met dans ce schéma, il va devenir, comme il a dit lui-même, un opposant n'est pas un opposé. Il va devenir lui-même une force de proposition. Merci. Et pourquoi ne nous ferait pas comme ce qui se passe aujourd'hui en France, où quand Macron est élu, il va chercher des qualités dans l'opposition pour constituer son gouvernement, parce que la Côte d'Ivoire d'abord appartient à nous tous. D'accord. Pas pour un régime ni à un parti politique. D'accord, c'est bien le talent. Merci, monsieur. Merci à tous les deux. On va s'arrêter là pour cette émission. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté de venir débattre sur cette question. 64 ans après, la Côte d'Ivoire, sous le président Alassane Ouattara, est-elle un État indépendant? Nous recevions pour en parler M. Lansina Karamoko, membre du bureau politique du RHDP, et M. Désiré Nguessan Kwame, président du parti politique URCI, Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Merci à vous d'avoir été là une fois de plus. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes.